Alors bonsoir et bienvenue donc à ce nouveau webinaire qui va parler de la personnalité dépendante. Avant de commencer ce webinaire, ce podcast, il est très important d'avoir en tête que dans notre société, dans ces temps modernes, il y a une inflation sur les mots. C'est un petit peu comme si on a tellement de choses à dire, on aimerait tellement être pris au sérieux qu'on fait un petit peu de la surenchère. Je veux dire, personne n'est triste ou personne n'est désolé, à part si on a raté une marche. Les gens sont nécessairement dépressifs. Je suis totalement dépris aujourd'hui. Je suis totalement en dépression, ou j'ai pété un plomb. Plus personne ne se met en colère, plus personne n'est irrité, plus personne n'est frustré. On est un petit peu dans la surenchère de toutes ces émotions. Et c'est bien dommage parce que, ça on pourra en parler dans un autre webinaire, c'est bien dommage parce que quand on met tout ça dans des symptômes ou dans des pseudo-syndromes ou ce que vous voulez, en fin de compte c'est très imprécis. Lorsque j'ai des clients en thérapie, on essaie vraiment de mettre des mots sur les émotions parce que je me sens dépris, je me sens down, je me sens mal, je stresse. En fin de compte, ça ne veut rien dire. C'est des mots qui englobent beaucoup de choses et rien du tout. Et beaucoup de personnes qui ont une tendance à vouloir se reposer sur d'autres, vont dire qu'elles sont des personnalités dépendantes. Elles vont dire « moi je suis très dépendante » ou « je suis très dépendant ». En fin de compte, d'après les statistiques, la personnalité dépendante, c'est entre 0,5 et 0,7% de la population. Donc il n'y en a pas autant que ça. Il ne suffit pas d'être très attaché à quelqu'un et d'être très amoureux ou amoureuse de quelqu'un et de suivre beaucoup ce que cette personne dit ou demande pour être une personnalité dépendante. Même si on est dépendant sur certains points, ça ne veut pas dire qu'on est une personnalité dépendante. Il faut faire attention à ne pas utiliser des mots ou des symptômes ou des dénominations psychiatriques ou psychologiques pour le moindre des petits problèmes qu'on peut avoir. Parce que ça risque, en fin de compte, de faire une surenchère et qu'on va plus mettre les bons mots sur les bonnes choses et ça va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Donc la personnalité dépendante, c'est une des 10 personnalités, des 10 troubles de la personnalité qui existent. Et cela est donc de l'ordre de 1,5% jusqu'à 0,7% de la population. Pour ce qui est des autres troubles de la personnalité, nous avons vu la personnalité histrionique, nous avons vu le sociopathe, comme on appelle aussi la personnalité antisociale. Nous avons vu aussi la personnalité borderline. Et je compte faire le reste des personnalités petit à petit, pas l'une après l'autre parce que je ne veux pas non plus vous saouler avec ça. Mais je compte faire les 10 personnalités, les 10 troubles de la personnalité pour qu'on fasse un peu le tour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental, hypnothérapeute. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai une page internet principale qui s'appelle malka.fr. Et puis là, il y a un endroit qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et vous pourrez en savoir plus sur moi en lisant cet article. Revenons maintenant sur la personnalité dépendante. Alors déjà, on va faire il y a une définition très précise de ce qu'est une personnalité dépendante. C'est une personne qui a, alors là je vous lis la définition, c'est quand même le plus facile, un besoin envahissant et excessif à être pris en charge, une dépendance psychologique persistante aux autres individus qui mène à un comportement soumis et à une angoisse de la séparation. Ce trouble de la personnalité est une condition chronique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et qui disparaît, ou à long terme,
dans laquelle les patients dépendent des autres individus concernant leurs besoins physiques et émotionnels, tout en dépendant un minimum d'eux-mêmes. Généralement, cet état commence au début de l'âge adulte et il est présent dans une variété de contextes, comme indiqué dans au moins 5 des points suivants. Dans ce webinaire, je vais nommer 8 points très importants et il faut qu'il y ait au moins 5 de ces points qui soient en place, au moins 5, voire plus, pour que l'on puisse parler de personnalité dépendante. S'il n'y a pas au moins ces 5 points, au moins 5 points sur 8, dira-t-on, on ne parle pas d'une personnalité dépendante. Il est important aussi de prendre en compte quelques autres choses. On ne pose pas ce diagnostic avant le début de l'âge adulte, donc avant les environs de la vingtaine. Parce que en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, il est relativement normal qu'il y ait une certaine dépendance des parents, de l'école, enfin de certaines autres choses. Et donc on ne pourra pas dire qu'un ado est dépendant à ce trouble de la personnalité, à moins que ce soit vraiment très profond et que ce soit très chronique et que ça ait duré au moins 1 an, dira-t-on. Mais généralement, on ne pose pas ce diagnostic aux environs de la vingtaine. Il faut que la personne soit vraiment sortie de l'adolescence, soit un jeune adulte et montre dira-t-on, des troubles de la personnalité qui sont chroniques et qui durent quand même un certain temps. Parce qu'encore une fois, on peut être dépendant d'une autre personne pendant un certain temps, quelques mois par exemple, sans pour autant que cela veuille dire que l'on ait un problème de personnalité. Ensuite, il faut aussi prendre en compte la culture de la personne. Aujourd'hui, on est relativement mélangé et il y a des cultures où on s'attend à ce que, surtout les femmes généralement, soient plus dépendantes ou sont élevées de façon à être plus dépendantes que les hommes sont élevés à être dépendants. Il y a aussi des cultures où, ne serait-ce que dans la société, les gens sont plus dépendants les uns des autres. Donc, il est important, lorsque l'on juge ce genre de choses, de prendre ces 2 choses-là aussi en ligne de compte. Enfin, il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes physiologiques. Je veux dire, une personne qui a une maladie grave ou qui a un handicap, il va y avoir nécessairement une certaine dépendance aux autres qui est parfaitement normale. Et cela peut compliquer les choses parce que cela veut dire que si on doit poser le diagnostic, on est obligé de faire la part des choses jusqu'à quel point une personne ayant ce handicap physique peut être dépendante des autres. Est-ce que c'est quelque chose dont cette personne joue? Est-ce que c'est une façon de manipuler? Ou est-ce qu'elle est tombée dans un gouffre qui fait qu'elle a perdu toute possibilité de s'en sortir? Et à quel niveau est-ce qu'on va devoir la booster, la motiver, afin qu'elle se sorte un petit peu de cet état-là? Où est le juste milieu? Ça peut être très difficile à trouver. Enfin, dans les études, jusqu'ici, on a trouvé que c'était un trouble de la personnalité qui touchait plutôt les femmes que les hommes. Une grande majorité de femmes y sont touchées. Mais il y a une étude relativement récente qui prétend que, apparemment, c'est 50-50. Donc, à voir. Je dois dire que je ne me suis pas vraiment penché sur la 2e étude, je n'ai pas vraiment eu le temps. Elle a l'air assez sérieuse aussi. Donc, peut-être c'est 50-50, peut-être il y a un peu plus de femmes. C'est à voir. Ça va pas être un problème. Alors, quelles sont ces 8 caractéristiques dont il nous en faut au moins 5 pour parler d'une personnalité dépendante? Alors, la première catégorie, le premier point, ce sont des personnes qui ont du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassurées ou conseillées de manière excessive par un autre ou par des autres.
Alors là, j'ai Sylvie qui me demande, est-ce que le sujet fait entrer d'office les personnes dépendantes physiquement? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si vous pouvez la reformuler, et puis je la reprendrai un petit peu plus tard. Alors là, on parle de personnes qui ont du mal à prendre des décisions, mais ça va être des décisions totalement simples. Elles peuvent passer très longtemps à ne pas oser décider quel vêtement mettre pour aller au travail, quelle cravate, quel ceci, quel cela, est-ce que je dois prendre un parapluie ou pas, mais elle ne pourra pas prendre de décision sans avoir l'avis d'une autre personne qu'elle considère comme influente ou comme importante ou comme un espèce de mentor ou un espèce de protecteur. Les personnes dépendantes vont généralement se choisir une personne qui va être la plus influente sur elles, mais elles vont aussi prendre d'autres personnes en ligne de compte, bien entendu, qui auront une importance pour elles. Mais généralement, il y en aura une qui aura une importance plus importante. Ça peut être un parent, le père, la mère, ou ça peut être le conjoint ou la conjointe. Donc, même pour des décisions relativement simples, des décisions où on peut dire que nous autres, au maximum, on va y penser 20 secondes, elles ne vont pas être capables de prendre de décisions à moins d'avoir l'avis de un ou de plusieurs personnes importantes, en fin de compte, importantes pour elles, bien entendu. Lorsque les choses se compliquent un petit peu, elles vont avoir besoin non seulement d'avoir l'avis des autres pour ces petites choses, mais aussi que les autres personnes qui leur paraissent importantes, vont assumer la responsabilité de la majeure partie des domaines importants de leur vie. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'à ne pas choisir ses amis soi-même, ne pas choisir son travail, ne pas choisir quoi faire, ne pas choisir ce qu'elle aime à la limite, ne pas choisir quoi faire sans avoir l'avis d'un autre ou sans se ranger sous l'avis d'un autre. Donc ce n'est pas seulement dans les petites choses qu'elles ont besoin de l'avis des autres, mais c'est aussi dans les choses qui peuvent être très importantes dans leur vie, qui peuvent avoir une importance majeure pour le reste de leur vie et pour comment les choses vont se développer. Et elles ne sont tout simplement pas capables, et elles n'osent pas prendre ces décisions. Donc, ne serait-ce que, mais si vous lui posez une question du genre, ça dépend, est-ce que tu aimes bien cette personne ou est-ce que tu ne l'aimes pas, elle ne va pas être capable de vous répondre sans vous demander votre avis, par exemple. On dit, ouais, peut-être elle est gentille, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et là, elle va se ranger, à votre avis, si vous êtes une des personnes d'influence pour cette personne-là. Donc, en fin de compte, elles vont laisser les autres non seulement gérer les petites choses du quotidien, mais également gérer les grandes lignes de leur vie et même aller jusqu'à les goûts, les choses qu'elles aiment, les choses qu'elles n'aiment pas. Elles vont tout simplement suivre les directions qu'on leur donne. Et donc cela fait qu'elles vont avoir beaucoup de mal à exprimer un désaccord avec la personne influente, parce que sans ça, elle risque de perdre son soutien ou son approbation. Ça, c'est donc le troisième point. Puisque elles ne sont pas capables, ou elles se jugent incapables de pouvoir prendre des décisions, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, elles ne vont pas oser être en désaccord avec la personne influente, parce qu'elle risque de perdre son amour, son attention, ou justement sa guidance. Elle ne pourra plus être guidée par cette personne-là, cette personne-là ne pourra plus prendre les décisions pour elle et les responsabilités, et ça, elle ne peut tout simplement pas l'imaginer ou le supporter. Donc, même si elle trouve que ce qui se passe, c'est pas juste, même si elle est blessée par ce qui va se passer, même si elle est tout à fait pas d'accord avec ce qui arrive, elle ne va pas oser l'exprimer. Alors là, un bémol, on ne parle pas de cas où l'autre, le cas échéant, peut devenir violent ou se met facilement en colère ou va commencer à l'insulter.
Parce que on va dire que si une personne est dans une relation avec un narcissique ou avec un sociopathe ou ce que vous voulez, et que elle ne peut rien dire à son mari ou il ne peut rien dire à sa femme d'ailleurs, sans qu'il pète les plombs, sans qu'il se passe plein de trucs, sans qu'il crie, qu'il l'insulte, etc. Là, c'est plus, si on peut dire ça comme ça, normal, qu'elle va éviter tout désaccord, elle va marcher sur des œufs pour essayer d'éviter tout conflit, parce que les retombées peuvent être néfastes et même voire dangereuses. Donc, là, nous parlons d'une personne qui va avoir du mal à exprimer un désaccord envers même un partenaire qui n'a absolument rien de tout ça, qui est parfaitement compréhensif, gentil, tout ce que vous voulez, mais donc elle ne pourra pas oser s'exprimer, elle n'exprimera pas son désaccord. Alors bien entendu, là j'entends déjà certaines personnes qui disent ces personnes-là doivent être les cibles préférées des narcissiques et des sociopathes. Eh bien oui, tout à fait. C'est la cible rêvée pour tous ces manipulateurs, parce que bien entendu, une dépendante, elle fera encore plus et encore plus facilement ce qu'ils veulent, et ça peut risquer d'être difficile en plus de trouver, en cas de traitement, de trouver si c'est une personne qui est en relation avec un sociopathe et qui donc a été manipulée dès le départ, ou si c'est une personnalité dépendante. Alors si c'est les deux, ça complique énormément les choses. Lorsque ces personnes ont des idées, ou elles sont au travail, elles vont avoir du mal à initier des projets ou à faire des choses seules. Ça, c'est le quatrième point. Alors, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas, ou il n'a pas l'énergie de faire ce genre de choses, c'est pas parce que ça ne l'intéresse pas. Il y a Sylvie qui me demande, en fait, c'est la même chose que la dépendance affective. Oui, la dépendance affective, c'est l'ancienne dénomination de la personnalité dépendante. Donc, c'est exactement la même chose. Mais le fait de démarrer un projet, il n'osera pas ou elle n'osera pas. Ça lui sera parfaitement impossible parce que il est persuadé ou elle est persuadée que elle n'est pas capable de faire ce genre de choses, qu'elle n'en a pas les possibilités. D'ailleurs, la plupart des personnalités dépendantes vont se définir comme étant stupides, bêtes, incapables, sans aucune qualité. Et donc, ils ne vont pas oser initier des différents projets ou faire les choses seuls. Aussi, en point de vue, par exemple, au travail, elles risquent d'avoir très peur si elles font quelque chose mieux que vous, par exemple. Parce qu'elles se disent, ouh là là, je risque de se sentir insulté, et alors tout d'un coup, je vais perdre sa bienveillance, je vais perdre sa protection, ou ce que vous voulez. Donc, généralement, ils n'initient pas les projets eux-mêmes. Ils vont attendre que quelqu'un d'autre initie les projets. Ou alors, si on leur dit ou si on leur fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui fait la supervision, qu'on lui fait confiance, que de toute façon, c'est contrôlé, il n'y a pas de souci, là, il pourra plus facilement se lancer dans le truc. Sylvie qui me dit, il y en a pourtant beaucoup qui sont indépendants face affective, c'est plus que 0,5-0,7%. Ben écoutez, trouvez-moi les études et puis je corrigerai les miennes. Maintenant, le point numéro 5. Justement du fait où elles ont peur de dépendre, enfin d'initier les choses, d'insulter les autres, ne serait-ce qu'en étant meilleures qu'elles, elles vont à outrance chercher à obtenir le soutien, l'appui de l'autre, et elles vont même aller jusqu'à volontairement faire des choses désagréables pour elles, qu'elles n'ont pas envie de faire. Elles vont se laisser abuser, que ce soit par les mots, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, que ce soit sexuellement. Elles vont nécessairement, dira-t-on, se plier à tout ce que l'autre demandera, parce que l'appui, le soutien de l'autre est extrêmement important.
Sur le point numéro 6, justement parce que le fait de perdre l'autre qui justement va prendre toutes les décisions, va la guider, va la diriger, va l'aider, etc., ça fait que cette personne va se sentir mal à l'aise, voire impuissante, lorsque elle se retrouve seule, parce qu'elle a une crainte exagérée d'être incapable de se débrouiller. Alors, lorsque l'on perd quelqu'un qui nous est important, on peut toujours, généralement, entrer en état de crise. Il va y avoir un moment où, juste après la perte de la personne qui était importante pour nous, eh ben, ça va être un petit peu comme si une partie de nous a disparu, une partie de nous n'est plus là. Et il va y avoir un certain temps où on va être un petit peu perdu. Après, petit à petit, on va commencer à reprendre du poil de la bête et commencer à agir dans certains coins, faire des petits trucs et se développer de cette façon-là. C'est un phénomène totalement normal lorsque l'on parle d'une perte d'une personne ou de quelque chose qui nous est important. Pour ce qui est de la personnalité dépendante, ça va plus loin que ça. Parce qu'elle est persuadée qu'elle est totalement incapable de se débrouiller. Elle entre dans un phénomène de passivité, pour ainsi dire, totale. Alors cette personne est passive de nature dans le développement, dans tous les points dont j'ai déjà parlé jusqu'ici. C'est une certaine passivité, c'est-à-dire qu'elle va toujours attendre que ce soit l'autre qui prenne l'initiative, qui se déplace, etc. Donc, elle a vraiment cette idée que toute seule, elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Elle est presque incapable de lasser ses chaussures. Donc la crainte et cette idée d'être totalement incapable de se débrouiller, elle est beaucoup plus profonde que ce que les autres personnes ressentent lorsque l'on perd une personne ou une chose qui nous est importante. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, si par exemple une relation se termine, cette personne va chercher d'une manière urgente une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont elle a besoin. Ça, c'est le point numéro 7. Cette personne va être totalement persuadée qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Elle est totalement donc passive, elle peut presque ressentir qu'elle se laisse mourir, elle entre en dépression, et c'est pour ça que rien que le fait de se sentir seule, elle ne va pas rester seule longtemps. Elle est prête à prendre un petit peu n'importe qui, juste pour avoir un point d'attache, un point d'ancrage, et c'est justement là aussi où on a le danger de tomber sur un manipulateur. Il y a Philippe qui me pose une question intéressante. Est-ce que les personnes qui ont été affectées par le syndrome de Stockholm sont des personnalités dépendantes ? Alors le syndrome de Stockholm, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un syndrome qui a été défini dans les années 70 justement à Stockholm après une attaque de banque faite par Jan-Erik Olsson et où les policiers sont arrivés rapidement autour de la banque, ce qui fait que lui il s'est réfugié dans la banque avec les employés de banque et les clients, etc. Et la police a mis beaucoup de choses en œuvre pour le faire sortir. Mais par exemple en faisant ce qu'on appelle, en terrorisant, en faisant des bruits terrorisants autour de la banque, etc. Ce qui fait que Jan-Erik Olsson et les clients de la banque et le personnel de la banque ont fini par se lier d'amitié. Et ce qui fait que, en fin de compte, Jan-Erik Olsson a été arrêté et mis en prison, plusieurs des clients de la banque sont devenus des amis, ils lui ont écrit, etc. Et c'est donc cette relation, ce lien qu'il y a entre le terroriste ou l'attaquant et les victimes, c'est donc ce qu'on a appelé depuis le syndrome de Stockholm. Non, ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas de dépendance, enfin, oui, il y a une dépendance au moment où la chose arrive, où l'acte arrive, donc dans ce cas-là, l'attaque de la banque. Mais là, ce n'est pas une dépendance qui est imaginée par le
par la victime. C'est une dépendance qui est tout à fait correcte, tout à fait rationnelle. La vie de l'otage dépend du preneur d'otage. Donc il n'y a pas de la dépendance affective n'est pas une dépendance rationnelle, c'est une dépendance irrationnelle. Elle va beaucoup plus loin que ça. Et ensuite, généralement, le syndrome de Stockholm, c'est plutôt un genre de communauté qui se développe, des liens qui se développent petit à petit à cause des relations intenses. Que là, c'est plutôt une dépendance qui est tout simplement parce que la personne n'ose pas être elle-même. Voilà. Mais c'était une question très intéressante. Donc, lorsque la relation proche se termine, donc nous avons notre personnalité dépendante qui est totalement perdue. Elle est comme échouée, elle ne se retrouve pas, et donc elle va prendre, pourra-t-on dire, presque le premier venu, à qui elle va obéir presque comme un bon toutou, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un qui pourra prendre les décisions, qui pourra prendre les responsabilités, qui pourra la soutenir, qui pourra la faire bouger, en fin de compte, la faire sortir de sa passivité. Et donc, cela nous mène tout simplement et tout logiquement au point numéro 8. Cette personne va donc être préoccupée de manière irréaliste par la crainte d'être laissée à se débrouiller seule. Tout simplement parce que pour elle, elle ne peut rien faire toute seule, mais absolument rien. Elle peut faire ce qu'on lui dit, mais pas grand-chose d'autre. Maintenant, lorsque la personnalité dépendante se développe, après un certain temps, on a très souvent d'autres symptômes qui viennent se greffer sur la personnalité dépendante. Généralement, on va avoir des symptômes de dépression et des symptômes d'angoisse ou de phobie éventuellement. Parce que tout simplement, du fait où la personnalité est extrêmement passive, est persuadée qu'elle ne vaut rien, elle se dévalorise, elle est totalement passive, après un certain temps, on finit par tomber dans un syndrome d'angoisse et de dépression. Alors, les causes. Voilà, justement, c'était la question que Maryse m'avait posée au début du webinaire. Eh bien, les causes, non, ça ne vient pas de l'enfance, apparemment. Pour être parfaitement logique et scientifique, pour rester dans le domaine de la science, les causes sont pour l'instant inconnues. On pense que c'est une interaction entre des facteurs biologiques et des facteurs environnementaux. Une étude norvégienne de 2018, donc de février 2018, qui a été faite sur des jumeaux, c'est-à-dire qu'on prend des jumeaux qui ont été séparés à la naissance, et puis on fait des études, ils ont donc évolué dans deux environnements totalement différents, généralement, et puis donc on voit si les jumeaux ont développé les mêmes symptômes ou le même genre de personnalité ou pas. Et de cette façon-là, on peut avoir une idée du rôle de la génétique dans le problème, dans certains problèmes, et le rôle de l'environnement dans ces mêmes problèmes. Et d'après cette étude qui a été très poussée d'ailleurs, aux environs des 2/3 des causes de la personnalité sont en fin de compte biologiques. Donc l'environnement n'a qu'une part minime à jouer, bon, 1/3 c'est quand même déjà pas mal, mais on pense que peut-être, on n'est pas sûr, on n'est même pas sûr de ça, mais que les enfants ou les jeunes qui ont une maladie chronique importante ou qui les ont alités pendant longtemps, qui a duré longtemps, qui ont été difficiles, ou alors les enfants qui d'ailleurs ont été élevés par des parents abusifs, ou bien qui ne s'occupaient pas d'eux, ou bien qui les dirigeaient trop, qui voulaient trop les diriger, et c'est seulement ce que papa et maman vont te dire que tu vas faire, pouvaient peut-être avoir une importance. Et aussi certains enfants qui avaient une anxiété de séparation, mais ça encore, l'anxiété de séparation, certains bébés l'ont, certains bébés ne l'ont pas. Même ça, on n'est pas trop sûr, mais ça pourrait également avoir une influence. Donc les causes, c'est toujours un petit peu un mystère.
deux tiers biologique et peut-être un tiers environnemental, mais on n'est pas trop sûr. Mais lorsque l'on parle psychologie, lorsque l'on parle de traitement psychologique, il n'y a presque qu'en psychanalyse où on dit que les causes sont importantes à connaître. En psychologie cognitive, qui est donc la méthode que j'utilise, on s'en fout un peu. Parce que ce qui est important, c'est pas trop de savoir comment tout a commencé, mais plutôt de savoir quelle est la situation et puis comment on peut s'en sortir. Et donc, comment s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Oui, il y a pas mal de possibilités. Alors, il faut savoir que très peu de personnalités dépendantes vont contacter un psy d'elles-mêmes. Généralement parce que la dépendance de une ou plusieurs personnes de leur environnement leur est plus que suffisant. Donc généralement, elles vont plutôt écouter ces personnes-là plutôt que d'aller contacter un psy. Et aussi, elles ont très souvent peur des psys parce que, si elles me font faire des choses qui me font peur, un psy cognitif va essayer de la sortir de là, donc il va falloir prendre des décisions peut-être désagréables, etc. Donc, on préfère rester un petit peu dans son cocon plutôt que de changer, c'est tout naturel. Et lorsque les personnalités dépendantes contactent un psy, c'est généralement parce que les choses se sont compliquées, les situations se sont compliquées, elles sont tombées dans la dépression, elles sont tombées dans l'angoisse et elles ne s'en sortent plus. Et donc ce pourquoi elles viennent consulter, ça risque d'être la dépression ou l'angoisse. Et là, si le psy ne pense pas à essayer de faire le lien, ou s'il ne voit pas le lien, ou etc., eh ben, on risque de traiter la personne pour une dépression ou une angoisse, et en fin de compte, ça ne va pas changer grand-chose. On a de très bons résultats avec la psychothérapie cognitive, parce qu'elle se base beaucoup sur la façon de réagir, la façon de parler, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, comment dire certaines choses, comment rationaliser, comment voir les choses d'un autre angle, comment apprendre à voir ce qui se passe, comment apprendre à penser des fois, parce qu'on ne pense pas toujours très clairement. Enfin bref, donc la psychothérapie cognitive a de très bons résultats pour ce genre de traitement, mais ça dure longtemps. Je sais que généralement les thérapies cognitives et comportementales sont de courte durée, 3 à 6 mois, un truc dans ce genre-là, mais dans ce genre de cas, il va falloir compter quand même quelques années, 1 ou 2 ans environ. Et puis il peut y avoir un petit suivi, peut-être pas aussi précis, mais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, juste pour garder les choses à flot. Alors bien entendu, si il y a dépression, s'il y a angoisse, il se peut que le psy, si c'est un psychiatre surtout, parce que les autres n'ont pas le droit, va vous prescrire différents médicaments, différents moyens de faire diminuer cette dépression et cette angoisse. Ça peut avoir une bonne importance parce que si, en plus des problèmes de personnalité, on se bat contre l'angoisse et contre la dépression, cela fait que, en tout cas, le client ne pensera pas à ça et on peut plus facilement commencer la thérapie cognitive et puis après laisser tomber les médicaments. Diana me demande médicaments, comme quoi Cyril? Parce qu'il y a des médocs contre l'angoisse avec des effets indésirables qui mènent à la dépression. C'est exact, c'est exact. Personnellement, je préfère que les clients n'utilisent pas ce genre de médicaments, mais c'est exact que si la personne est vraiment en souffrance et est totalement bloquée, ne serait-ce que pour débloquer le truc en disant bon ben ok, prenez quelque chose un certain temps de façon à ce que on puisse travailler quoi. Je trouve qu'il est important, il peut être important que la personne soit suffisamment en paix avec elle-même pour qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant, il y a différentes herbes, différents médicaments
médicaments naturels qu'on peut utiliser, millepertuis ou ce que vous voulez, et si ça aide, pourquoi pas. Risperdal, oui. Ok, voilà, c'était le tour de cette personnalité, de ce type de personnalité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis merci d'être venu, et puis merci de beaucoup de questions pertinentes. Et puis, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire et podcast sur un autre sujet. Si vous avez envie que je parle d'un autre sujet ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon adresse email cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Merci beaucoup, me dit Diana. Merci beaucoup Diana d'être venue. Merci beaucoup à vous tous et puis bonne soirée. À bientôt. Au revoir.